Bonjour à tous. Je vais me présenter déjà, je m'appelle Baptiste Mauger, je travaille dans une société qui s'appelle Spectral TMS et en gros on fait de la réalité augmentée pour les industriels. Donc on va essayer d'être très concret par rapport à ce qu'on va vous présenter, notamment sur les cas d'usage, on va vous présenter un exemple concret. Et s'il y a des questions, on a un deuxième micro. N'hésitez pas à me couper en fait, je préfère qu'on pose les questions peut-être au fur et à mesure, ce serait encore plus sympa. Donc s'il y a des questions, vraiment n'hésitez pas et je suis là pour y répondre. Alors le thème c'est bon du premier coup grâce à la réalité augmentée. Déjà la réalité augmentée, il faut expliquer ce que c'est. Il y a la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les gens confondent un peu les sujets. La réalité augmentée c'est un concept qui est relativement simple. C'est qu'à travers un écran, en l'occurrence des lunettes de réalité augmentée, on va projeter des éléments digitaux dans votre champ de vision. C'est-à-dire que vous allez voir l'environnement réel, tout ce qu'il y a autour de vous, et en plus, dans votre champ de vision, on va ajouter des éléments digitaux. Ça peut être des instructions, ça peut être des points de repère, des flèches de guidage, etc. etc. Okay ? Donc vous n'êtes pas immergé dans un monde complètement virtuel, vous êtes dans l'environnement réel avec des informations en plus. Okay ? Alors pourquoi il y a des sociétés comme nous qui travaillent sur ce sujet ? En fait, on adresse 3 leviers de performance principalement. Les leviers de performance qu'on essaie d'adresser, c'est le bon du premier coup. Donc, grosso modo, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on diminue les erreurs humaines. Okay ? Lors d'opérations, on verra après les exemples d'application. On essaie de faire gagner du temps aux opérateurs sur n'importe quel process. D'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment que l'opérateur puisse aller plus vite. Et le troisième sujet, et les deux premiers découlent un peu de celui-là, c'est la capitalisation et la transmission des savoir-faire. Grosso modo, dans les usines, ce qu'on voit, ce qu'on sait, ce que tout le monde subit un peu, c'est que souvent, il y a un ou deux experts sur tel ou tel sujet. Parfois, les procédures ne sont même pas existantes. C'est dans la tête d'une personne. Et donc, l'idée, avec des outils comme le nôtre, ça va être vraiment de capitaliser ce savoir, de l'enregistrer, de le digitaliser et de le distribuer en fait un peu à tout le monde. Okay ? L'idée, c'est que chaque opérateur, chaque technicien, demain, puisse avoir un niveau d'expertise pour réaliser des procédures industrielles ou de maintenance. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo d'une vue opérateur. C'est-à-dire que quand on réalise un cas d'usage, là je crois que c'est une opération de maintenance sur une encartonneuse en pharma, vous allez voir la vue de l'opérateur à travers les lunettes de réalité augmentée. Ça bouge un peu parce qu'en fait vous voyez vraiment le mouvement des yeux. Okay ? Quand on porte un casque de réalité augmentée, au final on voit normalement. D'accord ? Alors, je vais vous faire voir ça. En espérant qu'on ait assez de réseau. A priori, c'est bon. Ok. Alors, ce que vous voyez à l'écran, c'est des points de repère. Quand je parle d'éléments digitaux tout à l'heure, c'est exactement ça. On va repérer en fait les endroits où le technicien doit intervenir. Ok ? Vous allez voir ensuite des instructions. Typiquement, une petite fenêtre bleue ici. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de guider étape par étape le technicien. Ok ? Donc ici, en fait, on a une tâche, on a une instruction, on a potentiellement une photo, une vidéo pour aider le technicien à réaliser son opération. D'accord ? Et une fois qu'il a réalisé son étape, il cliquera sur ce petit bouton et il passera à l'étape suivante. Je vais vous faire voir ensuite comment ça marche un peu. Voilà, vous voyez, donc là il y a une photo qui vient aider l'opérateur pour lui dire, lui montrer en tout cas ce qu'il a à faire. Et on va enchaîner comme ça pendant toute la procédure. Ok ? C'est assez bluffant quand on essaye la première fois parce qu'en fait, même si vous ne connaissez pas du tout le sujet, en fait, si vous savez lire et que vous savez cliquer à travers les lunettes, potentiellement vous êtes capable de faire un peu n'importe quoi. D'accord ? N'importe quelle tâche, n'importe quelle procédure. C'est assez simple. On peut montrer les outils dont on a besoin. Voilà, le champ des possibles est très très large. Ok ?
Donc voilà un peu à quoi ça ressemble pour vous donner vraiment un point de vue très opérationnel, très opérateur. Voilà, et on enchaîne, on enchaîne. Ok. Alors concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc l'opérateur, il porte une lunette. Ok, donc on a des adaptateurs pour les casques de sécurité, il y a même des casques de sécurité aujourd'hui qui sont adaptés. Ces lunettes sont valables en zone blanche, en zone ATEX, etc. Donc c'est vraiment des lunettes industrielles. C'est pas nous qui les fabriquons, nous on fait juste vraiment le logiciel qui va aller à l'intérieur. Et en fait, on va jouer avec nos mains. Alors au début, c'est un peu troublant quand vous regardez quelqu'un qui est en train de faire ça, mais en gros, on clique, voilà, on bouge des éléments avec nos doigts. Les lunettes reconnaissent le placement de nos mains et on va pouvoir bouger des éléments, interagir avec ça. Ok ? Je sais que c'est un peu abstrait, qu'on n'a jamais vu personne manipuler ou qu'on n'a jamais manipulé soi-même cet outil, mais au final, ça se prend très très vite en main. Quand il y a des réticences, parce qu'il y en a chez nos clients, généralement ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les techniciens, on les fait tester, on passe du temps avec eux pour les former, etc. Et au bout de quelques utilisations, ils sont plutôt à l'aise. Alors comment ça marche très très concrètement? En gros, vous avez une plateforme web sur laquelle vous allez rentrer vos procédures. Par exemple, un changement de format. Comment réaliser le changement de format, étape 1, étape 2, étape 3. Okay. Et ensuite, cette plateforme, elle va envoyer ses instructions dans la lunette, dans une application. Et cette application va créer des éléments de réalité augmentée, etc. etc. Okay. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails techniques. En gros, une plateforme, ça ressemble à ça, que ce soit la nôtre ou d'autres. C'est du traitement de texte. Hein, vous ajoutez une étape, vous mettez le titre, vous mettez l'instruction, vous joignez une photo, une vidéo, et puis voilà, votre procédure est créée. J'aime bien ce point-là parce que ça sert aussi pour certains de nos clients comme base de données des savoir-faire et des procédures. Au-delà de la réalité augmentée et de tout ce qu'on peut imaginer, là, ça sert à digitaliser vraiment les savoirs de l'entreprise. Ensuite, il y a une étape où on va aller placer nos points de réalité augmentée dans le réel, parce que moi, quand je crée ma procédure, par exemple autour d'une machine, il va falloir ensuite que je repère, je ne sais pas, où est ma chaîne, où est mon capot, où est le moteur, etc. Donc il y a une phase en fait avant la mise en route où on va aller enfiler le casque, on va nous dire, bah voilà, vous avez créé telle procédure, et maintenant vous allez devoir placer les points dans l'environnement réel. Okay, donc j'attrape mes petits points, je les place sur ma machine aux bons endroits. Et enfin, ensuite, l'opérateur peut suivre la procédure telle que je vous l'ai montré juste avant. Ok ? Voilà un peu comment ça marche. Je ne veux pas aller plus loin que ça parce que ça peut être un peu lourd, mais je pense que voilà. Déjà, si vous avez des questions là-dessus, on en parlera tout à l'heure. Ou si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Les avantages concrètement, c'est quoi? Alors, hop. J'ai un deuxième micro, donc on va en profiter. Tenez. Alors, c'est peut-être pas le but de l'outil, mais quand l'opérateur clique pour dire « j'ai fait la tâche, je passe à autre chose », est-ce que son clic peut être aussi conservé comme une traçabilité de l'action avec le login et compagnie? Complètement. Donc, alors, si on détaille un peu, effectivement, chaque utilisateur est identifié, d'accord? Dans la plateforme web que vous avez vue, vous avez des rapports d'intervention. Et typiquement, vous voyez exactement qui a fait quoi, sur quelle procédure, combien de temps il a mis sur chaque étape. Donc ça vous permet aussi de vraiment d'améliorer, de voir les points de douleur dans vos procédures et de dire sur cette étape-là, par exemple, si tous mes mecs mettent 20 minutes alors que je pensais qu'ils en mettaient 10, c'est qu'on a un sujet. D'accord. Okay. Donc vous pouvez loguer ça, le voir, et c'est envoyé sous email si vous voulez. Et ça peut s'utiliser dans le cadre d'évaluation de la performance pour comparer des temps entre personnes, mais aussi d'un point de vue qualité en fait. Complètement. Ok. Complètement. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. C'est de la donnée brute, vous l'exploitez comme vous voulez. Il y a aussi des rapports d'alerte. C'est-à-dire qu'un opérateur, par exemple, il va faire une tâche, il va voir qu'il y a un problème. Il va pouvoir prendre une photo, filmer, écrire, parler. D'accord. Remonter une alerte et en fait vous allez le voir sur la plateforme, ça va être envoyé à la personne qui doit le voir et par ailleurs le prochain opérateur qui arrivera pour faire la procédure lui-même verra qu'il y aura une alerte qui aura été déposée par un technicien à l'endroit où il y a un sujet. D'accord.
Et est-ce que vous avez déjà fait le lien entre votre système et des systèmes de dossiers de l'eau informatisés? Ouais, on est en train, nous on a construit notre solution sur une API, donc c'est une interface complètement ouverte, et on est en train de s'interfacer chez des gros industriels, ouais, notamment dans l'aéronautique. D'accord. Pour nous, c'est vraiment pas un sujet, ça. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Vous pouvez éteindre le micro et puis on le fera passer si quelqu'un a une question. Merci. Alors, les avantages de la démarche, concrètement, la première chose, c'est le guidage, pas des techniciens. Ça, on en a parlé en préambule. C'est vraiment une forte valeur ajoutée pour les gens qui sont sur des process qui peuvent être compliqués ou qui sont dangereux. Nous, on a des clients, par exemple, en fin de shift, il y avait des consignations électriques à faire. Les équipes ne les faisaient pas parce que ils avaient peur de mal le faire et que derrière il y ait des collègues qui soient en danger parce qu'il y avait des vapeurs d'eau, etc. Donc ça peut être très très pratique dans ces cas-là. Comme je le disais, c'est le partage du savoir-faire de l'expert. Surtout, il y a la notion de standardisation des processus, c'est-à-dire que tout le monde va faire le processus de la même manière. Et ça, c'est hyper important. Souvent, tout le monde a un peu son interprétation de la chose, etc. Même quand on a des supports papier, ils sont quasiment jamais suivis, que ce soit en maintenance ou en prod. Et du coup, on va venir standardiser ces processus, enfin vos processus. L'opérateur, il travaille les mains libres et il a les informations à disposition dans le champ de vision. D'accord? Donc ça, c'est des gains de temps qui sont énormes. Il n'y a pas besoin de faire des allers-retours. Parfois, moi j'ai vu chez des clients, les checklists sont sur des pupitres. À chaque fois, le technicien il va faire son contrôle qualité, il note, tac, il revient à son pupitre. C'est des pertes de temps qui sont énormes. Là, tout est devant le champ de vision, donc ça va relativement vite. Sur les cas d'usage, alors, principalement, on adresse 3 sujets, la production, la maintenance et la formation. Aujourd'hui, en production, on fait beaucoup de changements de format, des changements de lot, etc. Du vide de ligne aussi, les process de vide de ligne, et énormément de contrôle qualité, inspection finale, etc., etc. Ok. Sur la maintenance, on a à peu près tout en fait. La maintenance préventive, la maintenance curative, les consignations, les réglages, les calibrations, etc. C'est principalement, voilà, on peut toucher vraiment à tous les domaines dans la maintenance. On peut construire des arbres de défauts, de défaillance, pardon. Voilà, donc n'importe qui théoriquement peut mettre ses procédures et les transformer en réalité augmentée. Et sur la formation, on a beaucoup sur les nouveaux arrivants et après la formation continue, la montée en compétences des techniciens. Donc on travaille aussi avec les services formation. Et on est une entreprise qui est jeune, hein, on a été fondé en 2018, donc tous les jours en fait on découvre des nouveaux cas d'usage avec nos clients. On passe beaucoup de temps chez eux et en analysant les problèmes, les problématiques, on arrive à découvrir des cas d'usage. Pas tous les jours, mais régulièrement. Et justement, comment on identifie un bon cas d'usage? Nous, on n'est pas là pour vendre de la techno, en fait. On est vraiment là pour aller chercher de la performance. Vous êtes industriel, nous, on n'a aucun intérêt, alors sauf si c'est des investissements marketing, ça arrive parfois, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on vise la performance, l'excellence opérationnelle, des choses comme ça. Et donc ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment lever ces points-là avec les clients. Okay. Donc par exemple, quelles opérations affectent le plus mes temps d'arrêt machine? Ça, c'est concret. Alors parfois, les clients ne le savent pas. C'est compliqué d'avoir ces infos. Ils n'ont pas fait cette analyse, etc. Donc on essaie de le faire ensemble pour arriver à comprendre quelle est la source du problème et voir si on peut agir dessus. Ok. Quelles opérations entraînent les défauts qualité? Dans la pharma, ça peut avoir des conséquences assez désastreuses, les défauts, ou les anomalies plutôt. Donc voilà, dans l'aéronautique aussi, dans l'automobile. Donc ça, on va chercher à digitaliser les procédures qui entraînent le plus de défauts qualité. Les opérations qui requièrent la présence d'un expert pour éviter les goulots d'étranglement chez nos clients. L'expert qui est toujours sursollicité, on appelle toujours la même personne. Et au final, cette personne-là fait tout sauf son travail. Ça arrive souvent. Et enfin, ce que je disais tout à l'heure, les opérations avec enjeu de sécurité. Où là, on décorrèle clairement de la performance. Et on met vraiment l'accent sur la sécurité des hommes, des sites, du matériel, etc., etc.
Alors sur les leviers de performance, nous on bosse là-dessus avec nos clients. Sur le TRS principalement, hein, mais il y a d'autres ratios, mais on va intervenir sur la qualité, la perf et la disponibilité. Et ce qu'on va venir faire, en fait, c'est attaquer un peu ce que je viens de dire, hein, tous ces petits points orange. Donc la non-conformité, la cadence des opérateurs, et les temps d'arrêt planifiés et non planifiés. Bon, c'est un petit schéma voilà, pour faire comprendre, mais en gros, nous on intervient, on va créer des procédures autour de la capacité gaspillée, d'accord ? Et on va attaquer cette zone orange pour venir la réduire. Alors là, on est dans le cas où il y a beaucoup de procédures qui ont été digitalisées, où on a utilisé de la réalité augmentée. Mais vraiment, l'idée, c'est de venir augmenter ce TRS en fait, chez le client. On travaille exclusivement là-dessus. Ok ? Donc, on va finir la présentation par un petit cas client en pharma. On travaille chez ce client avec la production. D'accord ? Donc là, c'est vraiment des cas d'usage de production, pardon pour le téléphone. On a 18 utilisateurs, chefs d'équipe et opérateurs. Et le cas d'usage, c'est un changement de format sur encartonneuse. Donc il y en a 200 par an, ça dure 30 minutes à peu près. La problématique du client, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On avait des procédures qui n'étaient pas vraiment standardisées. Donc tout le monde faisait un peu à sa guise. Et il y avait des gros problèmes. C'est qu'il y avait des erreurs, pas mal d'erreurs, et que certaines d'entre elles entraînaient jusqu'à 5 jours de blocage de ligne. Ce qui est énorme, évidemment, avec les conséquences économiques qu'il y a derrière. Donc nous, on est intervenu sur ce point-là. Et en fait, notre client, ils ont digitalisé les procédures. Ils ont utilisé l'ARA, ils ont formé les opérateurs, etc. Et on arrivait à ces résultats-là. Donc diminution des erreurs. En 3 mois, il y avait eu 0 erreur. Alors je ne dis pas que ce sera 0 erreur chez tout le monde, mais généralement la diminution des erreurs, elle est énorme. C'est là où on a le plus d'impact en fait, sur les erreurs humaines. Les temps de changement de format ont diminué de 66%, on est passé de 45 à 15 minutes. Globalement, sur les contrôles qualité, c'est pareil, on va être dans cet ordre de grandeur-là. On diminue entre 2 et 3 fois le temps d'opération. Évidemment, c'est quand il y a des problèmes, quand il y a des problématiques. Si le contrôle qualité, si le changement de format il est parfait et qu'il est déjà fait en 15 minutes, je ne vais pas vous faire la promesse qu'on va le faire en 5 minutes. Et enfin, on a réussi, ça c'était vraiment un enjeu majeur, à standardiser ce processus. Ça, c'était très important pour le client. Et donc, il y a eu 0 casse matérielle depuis l'utilisation de la réalité augmentée. Vous avez des questions sur ces slides-là, sur ces résultats, ou c'est clair ? Ok. Ça, ce sont les résultats qui ne sont pas forcément mesurables dans des tableaux de KPI, mais c'est hyper important en fait. Notamment sur le plan humain, on le voit souvent, ça, c'est mise en confiance des opérateurs. Au final, je crois que c'est un facteur qui est hyper important, qu'on n'évalue pas assez. Et en fait, les techniciens, aujourd'hui, quand ils font le process, ils ne veulent plus se passer de la réalité augmentée. Il y a un côté aussi, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est qu'on valorise leur métier en fait. Et ça, c'est hyper important. Vous investissez, c'est pas non plus des technos qui coûtent, c'est pas des projets d'investissement. C'est des technos qui sont accessibles. Et en fait, vous investissez quand même sur leur métier, sur leurs tâches, sur ce qu'ils font tous les jours. Et au bout d'un moment, pour eux, c'est hyper valorisant. Ils ont un casque, ils ont un truc qui est un peu tech et tout. Donc il y a un côté ludique sympa. Mais au final, ils font aussi mieux leur travail. Et ça, c'est... voilà quoi. Donc on ne le mesure pas. Et d'ailleurs, je serais intéressé d'avoir des espèces de ratios là-dessus pour comprendre un peu. On ne le fait pas encore.
Mais voilà, c'est un point qui est très 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 important. Bon, les réglages, bon, du premier coup, ça aussi, c'est un gain indirect, pardon. En fait, quand il y avait un problème de changement de format, derrière, il y a une équipe en charge de la fiabilisation qui venait. Et donc, cette équipe, elle était là assez souvent, pendant longtemps, parce que quand on fait une erreur, derrière, il faut la corriger. Et le temps de correction aussi, il faut le valoriser dans tout ça. Une erreur, c'est bien. La corriger, c'est encore mieux. Donc, il faut vraiment rentrer ça dans tous les calculs de KPI et de ROI que vous pouvez faire. OK. Et enfin, les nouveaux arrivants formés très rapidement. Donc ça, c'est pareil. C'est un gain intéressant, notamment pour les équipes de formation. Et voilà, concrètement, on va tourner autour de toutes ces choses-là. OK. Ce qu'on ne mesure pas non plus, ça va être... alors là, je sors du cas client pharma. Ça va être, par exemple, un contrôle qualité sur des pièces ou des choses qui ont un impact économique fort. Ça va être la satisfaction client. Quand vous livrez des produits qui sont 100% conformes, derrière, évidemment, la satisfaction de vos clients, elle augmente. Ça, on ne le mesure pas non plus, mais ça fait partie vraiment des leviers de performance. Sur la mise en œuvre, alors, j'ai fait juste une slide là-dessus pour vous donner un peu un aperçu de ce à quoi ressemble un projet. Vous avez du temps en dessous. Alors sachez que c'est très variable. Ça va dépendre du client, ça va dépendre de sa maturité, ça va dépendre de l'existence de procédures, ça va dépendre de tout un tas de critères. Okay. Concrètement, avec une techno comme la nôtre, qui est un truc ultra simple, nous on a vraiment ce qu'on cherche à faire, c'est évangéliser ça et faire en sorte que ce soit très simple d'utilisation. En 1 heure, 2 heures sur le terrain, si on est là, vous pouvez déployer un premier cas d'usage. Comme ça, pour tester. Okay, je ne dis pas que vous aurez les ratios de performance qu'on a vus, mais ça ressemble à ça. Donc, il y a une phase de cadrage où on va tous se mettre autour de la table pour définir, excusez-moi, les cas d'usage, les enjeux surtout pour l'industriel, qu'on soit bien d'accord dès le départ sur ce qu'on va faire ensemble. Et ensuite, les marqueurs de ROI, puisqu'on va traquer ça tout au long du projet. S'il n'y a pas de ROI, évidemment, c'est intéressant pour personne, ni pour vous, ni pour nous. Et ce qu'on demande à nos clients dans le cadre de déploiement assez conséquent, c'est de monter une équipe projet, au moins d'avoir une chef ou un chef de projet. Primordial. Si vous vous lancez là-dedans, que vous n'avez pas de chef de projet, vous n'avez personne pour piloter, on va aller droit dans le mur, ça ne sert à rien, autant ne pas commencer le projet. Ça, c'est hyper important. Alors, chef de projet, il va servir à aligner les opérateurs, la société qui va travailler avec vous, mais aussi la direction. Qu'il soit vraiment au centre de tout cet écosystème pour que le projet se déroule correctement. Ensuite, on va faire une phase de test and learn. Grosso modo, on accompagne les équipes, on les forme, on discute, on échange. Parce qu'arriver et mettre des lunettes sur les yeux de quelqu'un, c'est pas naturel. Donc, on travaille avec eux là-dessus. Et évidemment, on fait des retours d'expérience, on regarde la valeur ajoutée, le ROI, etc. Et on communique surtout énormément. Okay. Arriver sur le terrain avec des opérateurs qui nous disent ah bon, mais moi je savais pas qu'il y avait ça qui arrivait, on sait que ça va être compliqué. Okay. Bon, c'est du management du changement assez classique, hein, mais du coup on passe du temps aussi là-dessus. Et enfin, une fois qu'on a optimisé la procédure, nous on vous aide un peu parfois à optimiser votre procédure. Alors, on ne dit pas qu'on connaît votre métier mieux que vous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre le process en réalité augmentée le plus fluide possible. Okay, vous donnez des petits points d'amélioration pour que, au final, la procédure se déroule de la meilleure manière. On arrive à grappiller du temps au fur et à mesure aussi avec les clients, entre la première fois où on essaye et la 10e, 100e fois. Okay. Donc le déploiement, ensuite on met en production. Et puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est peut-être de parler à d'autres services. Si on travaille avec la qualité, on va essayer de parler à la maintenance, à l'assemblage, etc., etc. Okay. Pour aller chercher de la perf ailleurs dans l'usine. Je pense qu'on a un peu de temps pour des... J'ai fini en tout cas la présentation. Voilà, j'ai essayé de faire un aperçu assez light du sujet, mais tout en expliquant ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire avec nos clients. On fait un webinar le 30 septembre à 11h avec Microsoft et Legrand. Legrand, c'est un de nos clients. Si vous voulez entendre directeur Indus Europe qui parle du sujet, c'est intéressant. Et maintenant, si vous avez des questions, en fait, on a du temps. Donc,
je suis à votre écoute. Que ce soit des questions sur la perf, les ROI, les aspects techniques. Pas de questions, tout est clair? Ok. Vous avez mon adresse mail, pareil, vous pouvez m'écrire et on est à disposition. J'espère que le sujet était clair et que ça va vous aider à trouver des pistes, en tout cas, d'amélioration, que ce soit avec de la réalité augmentée ou autre chose, pour vos process. Voilà. On travaille avec tout ce qui est industrie 4.0, digital, énormément. Mais voilà, j'insiste, le message que je vais vous faire passer, c'est que ok, c'est une techno, c'est une techno qui est nouvelle, etc. Mais on est là vraiment pour la perf. Voilà. Ouais, alors il y a le micro qui est là, je vais vous donner. Oui, donc vous avez dit que vous vous occupez du développement du logiciel. Donc après, sur tout ce qui est lunettes et moyens à déployer en atelier, comment vous abordez ça? Est-ce que vous imposez des choix technologiques ou comment ça se passe? Ouais, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, on impose, ou le marché impose des choix technologiques qui sont assez simples. C'est que pour arriver à un niveau de performance et de confort pour les opérateurs, il y a concrètement un casque dans le monde, c'est le Microsoft HoloLens 2. Okay, nous on travaille là-dessus. Alors en prix à l'achat pour les pros, je crois que c'est autour de 3 000 €. Donc c'est un investissement. Mais concrètement, c'est le casque. Et on ne dit pas ça parce qu'on l'utilise, on dit ça parce que vraiment aujourd'hui, il n'y a encore personne malheureusement qui est capable de concurrencer en termes de performance ce que fait ce casque-là. Voilà. Et on espère évidemment que le marché va s'ouvrir aussi, que ce soit plus abordable pour tout le monde, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté. Et puis je reste à votre disposition. Voilà, bonne journée.